Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. L'actu prise au mot, illettré. C'est donc le mot illettré que nous allons évoquer aujourd'hui dans l'actu prise au mot parce que, en ce moment, toute cette semaine, du 8 au 15 septembre, se tiennent les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Elles battent leur plein avec plus de 1700 actions, du ciné-débat à l'atelier budget, à la conférence, en passant par l'escape game. Oui, un escape game sur l'illettrisme. Vous avez bien entendu parce que s'en sortir, eh bien, ça demande parfois de trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Et cette année, eh bien, le focus se fait sur la jeunesse. Mais d'où vient ce mot illettrisme ? Eh bien, il vient du latin littera qui signifie la lettre, avec un petit il privatif qui nous dit le manque. Mais au fond, de quoi manque-t-on quand on est illettré ? Est-ce que c'est de lettres ou de reconnaissance ? Et cette année, la Journée nationale d'action de lutte contre l'illettrisme a focusé sa réflexion sur la jeunesse. Et oui, surprise, un quart des personnes en difficulté ont moins de 30 ans, un quart des personnes sur les 2,5 millions d'illettrés en France. Je vous laisse faire le calcul. Dans le pays de Jules Ferry et du Wi-Fi partout, avouons que ça peut porter à réfléchir. On pensait que l'illettrisme appartenait à une génération plus ancienne et pourtant ce sont 11% des 18-29 ans qui sont aujourd'hui en grande difficulté avec la lecture, l'écriture, mais aussi le calcul. Autant des applis et des tutos, remplir un formulaire CAF ou décrypter une fiche de paie ou tout simplement prendre un billet de train sur une borne électronique peut devenir une épreuve olympique. Mais attention, illettré, ce n'est pas être analphabète, ce n'est pas ne pas avoir appris à lire, c'est avoir appris et avoir oublié. Parfois, on peut passer 10 années à l'école, mais ne pas avoir les bons outils pour la vie adulte. Et un bulletin de salaire, un contrat de travail, un mail reçu, un smartphone, un menu de restaurant. Et c'est la honte qui s'installe parce que l'illettrisme, c'est la double peine, à la fois le handicap et le regard des autres. Peut-être que vous êtes illettré et que vous nous écoutez, et bien justement, c'est aussi le moment peut-être d'avoir le déclic et d'aller frapper aux bonnes portes. Victor Hugo, notre grand auteur français, disait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Aujourd'hui, on pourrait ajouter « Laisser l'illettrisme prospérer, c'est construire des murs invisibles ». Et devinez quoi ? Ces murs, on peut les abattre, ce n'est pas une fatalité. Et pour nous accompagner aujourd'hui, eh bien c'est Alexandra Lévesque qui est autrice, documentariste, qui a réalisé il y a une petite dizaine d'années maintenant un très beau documentaire que je vous invite à aller regarder sur les plateformes de streaming que vous préférez, qui s'appelle 21 jours au cœur de l'illettrisme. Et on va avec elle découvrir ce qu'elle-même a découvert au cours de ce documentaire. Alexandra Lévesque est notre invitée de ce jour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue dans l'actu prise au mot. J'ai fait CP, CE1, CE1, CM1. On apprendrait que j'ai des difficultés au sein de mes collègues, je donnerais ma démission. Vous venez d'entendre en introduction le début d'un documentaire qui s'appelle 21 jours au cœur de l'illettrisme. C'est Alexandra Lévesque qui l'a réalisé et elle est aujourd'hui avec nous pour nous parler justement de ces 21 jours passés au cœur de l'illettrisme dans le nord de la France. Alexandra Lévesque, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quand vous réentendez ces quelques voix de ces personnes, tout de suite, en l'écoutant, vous redonniez les prénoms. C'est un documentaire qui vous a marqué énormément, ces 21 jours au cœur de l'illettrisme ? Ça m'a d'autant plus marqué que j'ignorais l'existence de l'illettrisme avant de commencer en fait. Toute riche de ma connaissance, je ne connaissais pas ça. Et c'est Philippe Lanier, le co-réalisateur avec qui j'ai travaillé sur ce documentaire, qui a eu l'idée le premier. Et j'avoue que moi personnellement je disais mais non, d'abord des illettrés en France c'est pas possible, l'école est obligatoire, il y en a pas. Et puis comment tu vas mettre en image ça ? Et puis on a commencé à s'intéresser, à enquêter. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 2,5 millions d'illettrés en France. Et là je me suis dit c'est pas possible. On était en 2014 peut-être à l'époque, en France, pays des Lumières.
il peut pas y avoir des gens qui ne savent pas lire. Et là, on est parti dans l'aventure et je le regrette pas. Qu'est-ce qui vous a marqué durant, au-delà de simplement d'avoir découvert ce qu'était l'illettrisme et de savoir que ça existait, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la réalisation, dans cette mise au cœur de cette peau de bénévole dans l'illettrisme? Mais je me suis rendu compte que c'était un handicap. C'est un handicap presque comme un handicap physique. C'est-à-dire que ça vous freine à chaque instant de votre vie, j'allais dire presque à chaque minute. C'est-à-dire que, imaginons vos auditeurs par exemple, ils se sont levés le matin, des centaines de fois ils ont eu à lire des informations jusqu'à maintenant, le moment où ils écoutent cette émission. Donc pour faire des courses, pour remplir des papiers administratifs, pour aider les enfants à faire leurs devoirs, pour faire un chèque, enfin il y a 1000 moments dans la journée où on est obligé de lire quelque chose. Pour nous lecteurs, c'est très facile. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est d'abord c'est une mise en face de son handicap, permanente. Et vraiment c'est presque un handicap physique, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement honte d'être freinés comme ça que physiquement ça se voit. C'est des gens qui baissent la tête, qui regardent leurs pieds, qui regardent le trottoir, qui n'osent pas lever la tête. Moi, plusieurs des personnes qu'on a suivies me disaient mais jusqu'à ce que j'apprenne à lire, j'étais un zombie, j'étais un fantôme, j'osais pas parler aux gens. Pour chaque matière, il faut trouver des bénévoles. Jean-Jacques donne de son temps depuis 4 ans. J'ai croisé un jeune qui savait pas lire. Dans un magasin. Mec, monsieur, c'est marqué quoi? Je le regarde. Je sais pas lire. Moi, je bossais, les gamins, tout ça. Et c'est le fait de se dire, putain, mais ça pourrait être un de tes gamins. Et j'ai vu, en 2009, l'année où j'allais être à la retraite, un article sur Mots et Merveilles, qui cherchait donc des bénévoles. Et là, je me suis dit, quand j'aurai le temps, j'irai les voir. Voilà. Quand on écoute ce témoignage de bénévole, on voit, on entend qu'à un moment, pour chaque bénévole, il y a eu un déclic, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Alors chacun a son histoire personnelle. Il y a celui qui a rencontré un jeune garçon dans un supermarché qui lui a dit voilà, j'ai pas mes lunettes, est-ce que vous pouvez lire à ma place? Ce qui est totalement faux. Il y a ceux qui ont été profs, il y a beaucoup d'anciens profs qui font du bénévolat dans les associations qui luttent contre l'illettrisme. Quelles que soient les raisons, je vais vous dire, on s'en fiche. À partir du moment où ils sont là, c'est déjà énorme parce que c'est pas évident d'être bénévole. Et même si on est ancien prof, apprendre à des adultes, c'est pas comme apprendre à des petits piou-piou de 6 ans qui sont en cours préparatoire. Je pense que c'est pas la même chose. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous mettant dans la peau d'un bénévole? On l'entend plusieurs fois dans le reportage. D'abord, vous mâchez pas vos mots avec eux, mais qu'est-ce que vous avez découvert, peut-être à titre personnel, dans la mission de bénévole que vous avez remplie pendant 21 jours? J'ai découvert, mais je crois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui le diront, et c'est pas une honte du tout. Il y a un côté assez égoïste de se dire je sers à quelque chose. C'est-à-dire qu'on donne, mais on reçoit vachement quand on est bénévole. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le documentaire où j'essaye d'expliquer à Thierry la différence entre le A, le verbe avoir, et le A avec accent. Et je peux vous assurer que à 40 ans et quelques, quand on écrit sans jamais se poser la question, essayer de l'expliquer, c'est pas évident. Et quand on se rend compte que l'information, elle a été comprise, il faut rabâcher, mais ça c'est pas grave. Mais quand on se dit je crois qu'il a pigé, c'est une réelle satisfaction. Hein. Alors là, on a des auditeurs qui nous écoutent. On se dit que pour réduire encore plus cette fracture qu'est l'illettrisme, il faut pouvoir s'engager. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour les appeler à s'engager justement dans les associations de lutte contre l'illettrisme comme Mots et Merveilles? Je leur dirais que d'abord, s'ils ont quelques heures libres dans la semaine, c'est une bonne manière de les utiliser. Qu'est-ce qui vous a le plus pas touché, mais qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous finalement? Le plus facile, disons que j'ai un rapport aux autres. Alors ça vient, oui, voilà. D'abord, j'ai beaucoup d'empathie. Heureusement, c'est quand même bien le minimum. Je vais quand même pas disputer les gens que je vais suivre, mais non, mais voilà, j'ai ça naturellement.
Et puis j'ai aussi un côté où parfois effectivement je les ménage pas, je les secoue un peu, mais c'est aussi pour se marrer. C'est-à-dire que on est allé rencontrer des gens qui vivent des choses très compliquées, ça n'empêche pas de se marrer. Et je l'ai vu pendant toutes ces années de journalisme, quand on met un peu d'humour dans la relation, les choses passent mieux, et puis on échange, et puis on est heureux, et puis tout le monde s'enrichit. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est que la moitié de ces 2,5 millions de personnes travaillent. C'est-à-dire qu'ils ont des collègues de travail, mais ils ont aussi des supérieurs. Donc si dans l'entreprise, on se rend compte de ce problème de l'illettrisme, on pourra aller chercher ces gens. C'est des gens qui se cachent. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut aller parler avec eux en leur disant, voilà, tu souffres d'un problème, j'ai compris, je peux t'aider. Et là, on fera bouger les choses. Alors, expliquez-moi pourquoi vous voulez garder l'anonymat. Comment vous l'expliquez ça? Bon, déjà, le ressenti de la honte, quand même, vis-à-vis de ses collègues. Des collègues de travail? Des collègues ou des dirigeants, en général, de la société. Je pense que, je ne dis pas que je serais la risée d'entreprise, mais j'aurais toujours l'impression d'avoir un doigt pointé sur moi. On apprendrait que j'ai des difficultés au sein de mes collègues ou mon employeur, je donnerais ma démission. Sans hésiter. Ah ouais, c'est certain. Ça, c'est sûr. Parce que je n'oserais même plus aller les regarder. Ah non, je... Alors là, on vient d'entendre ce témoignage qui a été fait d'ailleurs dans votre reportage de manière anonyme. J'ai choisi celui-là parce que les autres, on les voit voilà, ils acceptent d'être filmés, d'être tournés. Il y en a un qui a voulu témoigner de manière anonyme. Et j'ai voulu le sortir parce que aujourd'hui, dire qu'on est illettré en France, c'est encore source de discrimination. On se cache. Oui, il y a vraiment un sentiment de honte. Alors je ne sais pas s'il y a une discrimination concrète de la part des lettrés envers les illettrés, mais en tout cas, un illettré est pétri de honte d'avoir ce frein dans sa vie quotidienne. Donc le monsieur qui bosse dans une usine, qui bosse depuis des années, effectivement nous dit mais si jamais on savait au sein de ma boîte que je suis illettré, je démissionnerais immédiatement. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire au fond de lui. C'est vraiment des gens qui sont, c'est ça, pétris de honte. Et on peut pas laisser en France des gens dans cette situation, c'est pas possible. Justement, toutes ces personnes qui sont illettrées, on le voit dans le documentaire et puis au fil des émissions, je le vois et je l'entends souvent. C'est des gens finalement qui ont une grande intelligence parce que ils arrivent toujours à trouver une manière de contourner la problématique. Oui, il y a une vraie stratégie de contournement de la vérité, c'est-à-dire que je sais pas, c'est des gens qui vous diront par exemple dans un supermarché, excusez-moi madame, qu'est-ce qui est écrit sur ce paquet, j'ai oublié mes lunettes. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'oubli de lunettes, c'est qu'on n'arrive pas à lire, ou en tout cas, on se sent tellement peu sûr dans la lecture qu'on n'est pas certain que ce qu'on a lu c'est la vérité. Donc c'est des gens qui vont contourner la réalité en permanence pour faire croire, mais faire croire que quoi. Alors quel est le déclic qui fait qu'à un moment donné, ils vont passer le pas d'aller voir une association comme Mots et Merveilles pour apprendre à lire, écrire et compter? Alors, fréquemment, en tout cas avec toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter là-bas, fréquemment c'est l'arrivée en âge de scolarisation des enfants. C'est-à-dire que ces gens qui ont été freinés toute leur première partie de vie d'adulte, quand ils ont des enfants qui vont rentrer en cours préparatoire, ils se disent mais je vais pas pouvoir aider mon enfant, je vais pas pouvoir lui lire des histoires, je vais pas pouvoir suivre les devoirs le soir. Et là, ça les pousse à, en général, pousser la porte d'une association et à dire moi j'ai des petites difficultés avec la lecture. Mais ils arrivent quand même à surmonter ce que le témoin qu'on a entendu au tout début de cette émission n'arrive pas à surmonter, c'est la honte. Il faut bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut apprendre seul à la maison, c'est très 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 compliqué. Surtout qu'il y a différents stades dans l'illettrisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à déchiffrer. Mais le problème, c'est que on déchiffre, même si on déchiffre, on ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas les textes. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, écrire des textes truffés de fautes d'orthographe, dans certains boulots, c'est pas possible. On l'accepte pas. Les employeurs ne l'accepteront pas. Donc, il faut violenter la honte qu'on peut ressentir.
et oser y aller. Mais je vous dis, c'est souvent les enfants qui créent ce petit déclic. Est-ce que vous, dans l'expérience que vous avez eue, 21 jours avec Au cœur de l'illettrisme, vous avez noté que finalement, c'est dans cette période, on va dire, allez, fin de maternelle, début de primaire, que tout s'est perdu d'avance? Alors, j'espère que tout n'est pas perdu d'avance, mais c'est effectivement, de toute façon, à maternelle et début primaire que tout se fait. En maternelle, on commence à lire des histoires aux enfants, donc c'est là qu'il peut commencer à y avoir une appétence. Après, le problème, c'est que l'illettrisme, ça vient de tout un tas de problèmes. Il y a tous les troubles en dys, la dyslexie, la dysorthographie, etc. Aujourd'hui, par rapport à il y a 20-30 ans, les instituts sont un peu plus aiguisés pour voir ce type de troubles. Mais il y a aussi les problèmes à la maison. C'est-à-dire qu'un gosse qui vit des traumatismes à la maison, il se met comme en veille. Sauf que on n'arrête pas d'être en veille quand on rentre dans la cour d'école et d'autant plus dans la classe. Donc il y a tout un tas de problèmes. Je pense que les instituteurs, alors on dit plus instituteurs maintenant, je sais plus comment on dit, professeurs des écoles, enfin c'est pareil. Ils peuvent commencer à voir les troubles chez les enfants et puis à prendre les choses en main. Mais rien n'est perdu d'avance puisque des adultes réapprennent. Donc rien n'est perdu d'avance. Alexandra Lévesque, pour conclure cet entretien, 21 jours au cœur de l'illettrisme, vous aimeriez refaire ce même documentaire quelques années après pour aller à la rencontre de ces 3 personnes que vous avez suivies pour voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Alors, il se trouve que je sais où ils en sont parce que j'ai encore des rapports avec eux. On a continué à les suivre. Après 21 jours, les responsables des documentaires de France 2 nous avaient demandé de continuer à les suivre parce qu'on s'était rendu compte déjà en 3 semaines qu'il y avait un vrai changement. Donc, on avait continué à les suivre pendant 1 an. Et effectivement, il y a eu un réel changement. C'est marrant, chez les 2 filles particulièrement, elles sont devenues femmes. C'est-à-dire qu'elles ont relevé la tête, elles se sont féminisées parce qu'elles sont devenues c'est terrible à dire, des vraies personnes. Elles se sont maquillées, elles ont acheté des robes, elles ont acheté des crèmes de jour, du mascara. Ça paraît anodin comme ça, mais le fait de s'occuper de soi en tant que femme, c'est quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. Vous vous rendez compte de tout ça parce qu'elles savaient mieux lire. Et du côté du monsieur? Et du côté du monsieur, alors il a commencé à bosser. Alors c'est des boulots, voilà, c'est quelques heures par-ci par-là, mais il a gagné, Thierry, il a gagné en confiance également. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Alexandra Lévesque de nous avoir accueillis chez vous pour ce mot illettrisme que nous avons décrypté avec vous au cœur de votre reportage, 21 jours au cœur de l'illettrisme. Et puis il y a aussi votre ouvrage, on en redonne le nom Alexandra ? Les gens normaux n'existent pas. Voilà, les gens normaux n'existent pas, on le retrouve dans toutes les bonnes librairies. J'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain mot de l'actu, je peux déjà vous le dire d'ailleurs, il s'agira du mot patrimoine. Voilà, bonne écoute, bonne continuation, à très bientôt, au revoir. C'était l'Actu Prise au mot, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.